À l'heure des grands enjeux sur ce Docteur TV, bienvenue. Le 10 octobre de chaque année est consacré à la journée mondiale de la santé mentale. Retour donc sur cette journée dans votre émission Les grands enjeux avec nos invités. Nous recevons le docteur Ginette Kayi Aguewonyon. Elle est sociologue, présidente de l'association Amouf Togo. Bienvenue docteur. Merci monsieur Issifou. J'espère que vous vous portez bien et que les patients à qui vous rendez un énorme service, on le verra dans cette émission, vont de mieux en mieux. Par la grâce de Dieu, ils vont bien. Avec votre appui. Eh bien, également avec nous sur ce plateau pour nous accompagner et surtout nous donner les éléments, on va dire, stratégiques pour mieux aider les patients et accompagner la santé mentale au Togo. Mathieu Désiré Agada, il est psychologue et clinicien, il est consultant également, responsable du cabinet SICARE. Monsieur Agada, bienvenue. Merci, cher Issifou. C'est la première fois que vous nous rejoignez. Tout à fait, je confirme. Enfin, vous êtes là. Oui, je suis là. Maintenant, vous pouvez être là, je suis sûr. Et qu'on vous aura souvent pour donc parler de la santé mentale. On verra bien dans cette émission de quoi il en a été question le 10 octobre et concrètement ce que nous pouvons faire pour mieux accompagner la santé mentale. Et bien évidemment, à distinguer de la maladie mentale, il y a une confusion qui est faite souvent. Premier élément sonore et visuel pour mieux nous situer. Et puis nous revenons. Les membres de l'association Amouf Togo au centre d'accueil des malades mentaux Notre-Dame Bon Secours de Palimé. Un moment d'échange de la délégation avec des pensionnaires. Je voulais savoir s'il y a un critère d'hérédité concernant cette maladie. Puis la cérémonie de remise de vivres et non-vivres aux responsables du centre. De quoi mieux prendre en charge ces malades. Vraiment, ces dons viennent à point nommé parce que nous étions à court de nourriture. Nous étions en rupture. Et c'est pour cela que nous disons souvent que nous vivons au gré de la providence. Au moment où rien ne va, c'est en ce moment même qu'un bienfaiteur pense à nous et vient avec des dons pour nous permettre de subvenir aux besoins de nos amis abandonnés de la rue. Amouf Togo veut également miser sur la sensibilisation pour réduire le nombre de cas de troubles mentaux de plus en plus croissants dans le pays. Une mission qu'elle compte remplir avec son partenaire, l'ONG Cercle d'aide femmes-enfants. Notre perspective, c'est de continuer cette action, aussi d'interpeller les familles pour que chaque famille puisse s'occuper de son malade. C'est d'abord la responsabilité de la famille. Et l'autre perspective, c'est aussi d'interpeller toutes les structures, toute personne qui peut nous venir en aide pour cette cause-là, de ne pas hésiter pour que nous soyons nombreux autour de cette œuvre. Nous avons un centre d'écoute pour les femmes. Et nous voyons tous les jours comment les femmes sont exposées à ces genres de maladies, de dépression, compte tenu qu'elles soient des victimes de violences. Elles subissent toutes sortes de violences. C'est ça qui amène ce genre de maladie. Et nous ne pourrons pas nous retenir de ne pas accompagner Amouf dans cette lutte-là. Nous serons toujours là pour pouvoir accompagner Amouf à travers la sensibilisation, à travers des dons aussi. Pour le point focal santé mentale de Cloto, également collaborateur du centre, Gabriel Achiki, l'initiative est bien louable. Sincèrement, nourrir des patients matin, midi, soir, c'est pas facile. Donc ça vient soulager au bon moment. C'est cette période. De temps en temps, moi je viens 2 fois par semaine pour voir et visiter les patients, les rendre visite. Et ce qui est à améliorer, ce qui est à faire, on le fait ensemble. C'est le 5e centre à bénéficier du soutien de cette association au cours de cette année. Des actions qui visent également à l'épanouissement intégral des personnes vulnérables, surtout celles atteintes de troubles mentaux. Retour donc à nos invités. Je vois le docteur Ginette Kayi Aguewonyon qui doit certainement sourire. Vous étiez sur le terrain, c'est l'une de vos activités qui est mise donc en lumière ici. Alors on se rend compte que on a vraiment des gens qui ont besoin de ce que vous faites sur le terrain.
Effectivement, on a besoin de gens on a vraiment besoin des gens qui ont besoin de nos actions sur le terrain parce que de plus en plus, on constate que l'effectif de personnes atteintes de la maladie mentale augmente et il faut qu'on mette nos actions en commun et qu'on soit nombreux autour de cette œuvre pour pouvoir trouver des solutions pour ces personnes-là qui sont non seulement dans les centres psychiatriques, mais aussi dans d'autres centres de prise en charge de la maladie mentale. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que ce seul centre. Dans le reportage, c'est dit que c'est le 5e que vous avez visité. Alors, Mathieu Agada, vous êtes psychologue, vous êtes sur le terrain, vous recevez les patients. C'est vrai qu'on imagine que la situation est alarmante. Alarmante, oui et non, parce que des personnes comme le docteur travaillent d'arrache-pied pour nous permettre de faire face à tout ce qui, en dehors du médical et du psychologique, appartient à la réinsertion, au social de ces personnes atteintes de maladies mentales. Donc, je ne vais pas dire alarmante tout de suite parce que nous travaillons, nous-mêmes psychologues, nous aidons, mais préoccupante dans la mesure où il nous faut faire davantage. Il nous faut être plus alerte sur la question de santé mentale pour ne pas arriver là, justement. Pour ne pas arriver à la catastrophe. À la psychiatrie. Si on n'y est pas encore. Tout à fait. C'est vrai que vous atténuez l'ampleur de la chose, on verra bien quand ça évolue et qu'il n'y a pas en fait de barrière et que les seuils sont en train d'être dépassés, il y a lieu quand même de s'inquiéter, d'où la question. C'est vrai que le thème de la journée met plutôt focus sur le lieu de travail, c'est dit, intitulé comme ça, il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu de travail. Est-ce que dans vos activités, vous visitez aussi les lieux de travail? Vous essayez de faire quelque chose dans ce sens-là? Ok. Merci, Monsieur Issifou. Le thème de cette année, c'est ce thème-là qui est focus sur les lieux de travail. Ouais. Nous ne visitons pas spécifiquement les lieux de travail, quand bien même les centres psychiatriques déjà constituent des lieux de travail. Tout à fait. Mais au cours de cette année, nous avons prévu travailler avec une association qui regroupe plusieurs personnes déjà qui sont dans leur milieu de travail. Donc, je crois que c'est important. Sur les lieux de travail aussi, ce qu'on peut signaler, c'est que dans les centres, il y a plusieurs profils déjà dans ces centres psychiatriques dont nous percevons déjà les lieux de travail à travers les actions que nous menons avec les structures d'accueil. Alors, avec les structures d'accueil, c'est vrai, il y en a un peu disséminées sur le territoire, mais cela reste qu'il y a quand même quelques endroits qui peuvent être considérés comme de petits déserts, de petits îlots laissés pour compte. Mais revenons à un aspect beaucoup plus lié à la maladie. Ce sont les questions de définition. On a tendance, Monsieur Agada, à confondre le plus souvent maladie mentale et santé mentale. C'est vous qui êtes le spécialiste, c'est où le distinguo? D'accord. Le distinguo, il est très simple. Oui. Nous allons aller le trouver dans la définition de l'OMS de ce que nous appelons santé mentale. Ouais. Alors, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son plein potentiel afin de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et de contribuer à sa communauté. C'est ce que nous dit l'OMS. Alors, si je voulais faire un résumé de cette longue phrase que l'OMS a retenue pour la définition de la santé mentale, je dirais que la santé mentale, c'est la gestion de notre vie au quotidien au profit de notre bien-être. Tout à fait. Et qui est différent de la maladie mentale que nous venons de voir en reportage, puisque l'ONG, l'association que nous venons de voir, a apporté des vivres à des personnes souffrant de maladies mentales. Là, ils sont déjà dans la maladie mentale. Mais pour ce qu'on appelle santé mentale, qui d'ailleurs se subdivise dans des dimensions, nous ne sommes pas encore dans la maladie mentale. Et c'est
la bonne prise en charge de sa santé mentale par le spécialiste qui évite d'aller vers la maladie mentale, d'aller vers la souffrance mentale chronique grave. Alors, chronique grave, ça veut dire qu'en amont, il faut toujours faire quelque chose. Vous l'avez dit d'ailleurs, dans la première question que je vous posais, votre réponse était que même si on ne va pas crier tout de suite au désastre, il faut quand même être alerte. Et vous le dites dans la définition également, il est ressorti quelque chose, d'abord pour son plein épanouissement, mais en même temps pour celle de la société. Tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un pan de la société qui est important pour nous. Nous y passons pratiquement, nous y passons pratiquement 80% de nos temps. Ce sont les lieux de travail. Alors quand le focus est mis là-dessus, qu'est-ce que ce thème suggère pour vous, le spécialiste? D'accord. La suggestion autour du thème qu'a retenu l'OMS cette année pour la Journée mondiale de la santé mentale va m'amener à vous parler de 3 choses. Oui. La première, j'ai déjà commencé, ce sont les concepts. Oui. Santé mentale, je l'ai déjà dit. Priorité, je ne vais pas non plus expliquer ce que c'est que priorité. Priorité, c'est maintenant, c'est devenu une urgence, c'est devenu quelque chose qu'on doit regarder de près. Oui. Maintenant, en dehors de ces concepts, il faut se demander pourquoi le lieu de travail. Le lieu de travail est déjà investi par ce que nous appelons la santé-sécurité au travail, qui est une obligation même juridique pour les entreprises de prendre soin de la santé de leur personnel. Mais la définition même de la santé a 2 aspects. Oui. Lorsqu'on revient, là nous avons donné la définition de la santé mentale, mais lorsque nous revenons à la définition de la santé elle-même, selon global, selon l'OMS, alors c'est cet état de bien-être, même en dehors de maladie ou d'infirmité. Ça fait que nous avons ce que nous appelons, nous, en psychologie, le bien-être complet surtout. Le bien-être complet. Nous devons aller vers ce que nous appelons en psychologie une restructuration cognitive. Il faut qu'on repense quelque chose. En fait, qu'est-ce que l'OMS est en train de nous dire? Et qui, certes, peut être difficile pour nous, mais que nous devons être amenés à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la santé au XXIe siècle n'est plus exclusivement médicale. Absolument. Voilà, parce que c'est l'infirmité, la maladie qui est le pan médical, ce que nous appelons santé physique. D'ailleurs, l'OMS nous dit aujourd'hui que la santé a 2 jambes. La santé mentale et la santé physique. Donc, c'est tout ce qui est du ressort de la santé physique qui est médical. Et tout ce qui est du ressort de la santé mentale est psychologique. D'où, aujourd'hui, et ce que nous ne savons pas non plus, c'est que la santé psychologique, la santé mentale est en amont et en aval de la santé psychologique. Oui. Une santé mentale perturbée peut créer un déficit de santé physique. Et un déficit de santé physique en soi va créer des répercussions, des difficultés psychologiques à la personne qui est souffrante. D'où la demande aujourd'hui de l'OMS de nous amener à faire un focus sur la santé mentale en milieu de travail, puisqu'on dit depuis plusieurs années qu'on fait de la santé, mais on oublie ce pan. Et l'OMS nous rappelle à cela pour qu'on sache que si nous voulons faire de la prévention en santé sur le lieu de travail, il est très important de ne pas oublier l'aspect mental qui préside en réalité au fonctionnement de l'individu sur son bien-être et sa capacité à se sentir bien physiquement. Alors c'est vrai que le mental, le psychologique également, 2 aspects très très importants de la santé. Vous le dites si bien d'ailleurs, ce que l'on néglige le plus souvent, je l'ai dit, 80%, 90% de nos temps, c'est là-bas. Toute notre vie est consacrée donc au travail. Et parfois, tout le stress, il est développé sur le lieu de travail. Et nous le transportons à la maison. Voilà. Et donc, cela compromet quelquefois, sinon dans bien des cas, et dans une bonne proportion d'ailleurs, la bonne santé dont nous devrions en principe jouir. Alors, c'est vrai qu'on a vu, le 10 octobre, c'est une journée symbole, on va l'appeler comme ça, pour la santé mentale, où il est recommandé de mener des actions, de faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que cette journée peut représenter pour des associations comme la vôtre, Dr Agué Ounou? Okay. Merci beaucoup.
Là, le 10 octobre, c'est une journée très importante pour nous parce que c'est une journée qui rend visible la santé mentale. Parce que quand on parle de la santé, tout de suite, nous nous tournons vers la santé physique. Donc, c'est une journée qui permet de rendre visible la santé mentale, une journée qui nous interpelle à prendre non seulement corps et à prendre non seulement soin de notre corps, mais aussi à prendre soin de notre cerveau, qui est très très important. Donc, c'est une journée très importante pour nous. C'est une journée aussi qui invite à la non-stigmatisation des personnes atteintes de la maladie mentale. C'est aussi une journée pour nous qui interpelle les familles à être engagées aux côtés des personnes atteintes de la maladie mentale pour pouvoir prendre soin d'eux, aussi bien en milieu familial qu'en milieu professionnel. Alors, nous sommes tous concernés parce que le plus souvent, quand on n'a pas de cas chez soi, on pense que ça n'arrive qu'aux autres et on voit bien parfois le traitement qui est réservé à ces parents, d'accord, ces individus qui sont passés de l'autre côté, on va dire, de la barrière, d'accord, et qu'on pense qu'ils ne raisonnent pas. Le traitement qui leur est réservé parce qu'ils sont à la rue, le reportage le dit si bien. Mais quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain, Monsieur Agada? Vous recevez les gens en milieu, on va dire, de soins. Vous avez un cabinet d'ailleurs, psychiatre. On le comprend très bien, hein? C'est la prise en charge psychologique. Tout à fait. Voilà. Vous prenez en charge, donc, vous prenez en charge, d'accord, des gens. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain? D'accord. Ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain est fondamentalement de la méconnaissance sur le sujet, que ce soit en termes de santé mentale, que ce soit en termes d'accompagnement de ceux qui souffrent d'affection mentale ou même de compréhension du psychologique, du psychologue. Qu'est-ce que c'est, qui est le psychologue, qu'est-ce qu'il n'est pas. En réalité, il y a une vraie confusion et c'est pour ça que moi-même, depuis pratiquement 12 mois, essayant de travailler et d'amener les entreprises à une meilleure compréhension de tout ça, j'ai pu véritablement noter ces freins. Et je fais de la pédagogie pour aider à une compréhension de la chose, parce que pour que la personne se fasse aider, il faut d'abord que la personne comprenne de quoi il s'agit. Maintenant que nous avons ensemble compris la santé mentale, il reste un point important, comprendre ce qu'est un psychologue. Parce que malheureusement, pour beaucoup, un psychologue, c'est celui qu'il ne faut pas approcher, parce que si jamais je l'approche, tout le monde dira que je suis fou. Voilà. Ou alors c'est lui qui va me déclarer fou. C'est lui qui va me déclarer fou. Et il va m'interner à l'asile. Il va m'interner à l'asile. Or, le psychologue, ce n'est que le spécialiste du comportement des êtres vivants. Ce n'est pas le spécialiste de la maladie mentale. Lorsque nous parlons de maladie mentale, nous parlons de psychiatrie. Mais lorsque nous parlons de psychologie, nous sommes dans l'expertise liée à l'étude scientifique du comportement humain et animal dans le but de le prédire et ou le modifier au besoin. Donc, tous ceux qui, justement, ont cette appréhension devraient pouvoir noter que, justement, il faut faire la compagnie du psychologue pour éviter d'aller plus loin en psychiatrie. Et il faut, avec le psychologue, apprendre ce qu'on appelle l'hygiène psycho-émotionnelle, par exemple. Apprendre ce qu'on appelle la gestion du stress. Vous en avez parlé sur le lieu de travail. Apprendre la gestion de sa dépression. Nous déprimons tous. J'ai vu dans l'élément tout à l'heure une définition de la dépression comme quelque chose d'extraordinaire qu'on ne retrouve que dans les asiles. Non. Excusez-moi, cher ici, je déprime. Tout le monde déprime. Et donc, puisqu'il ça peut nous arriver d'ailleurs plusieurs fois dans une même journée. Comment, justement, on se fait aider pour que cette dépression modérée ou légère ne devienne pas une dépression sévère qui va être la porte d'entrée vers une psychopathologie telle que des psychoses ou des névroses graves. Voilà à peu près on va se retrouver pratiquement avec le psychiatre qui lui va nous caser quelque part sur recommandation donc de vous le psychologue. Non, pas besoin de ma recommandation. Quand le psychiatre intervient, il intervient avec tout le moyen dont il dispose. C'est lui qui prend la décision. Ce que vous nous dites concrètement, c'est
plutôt de choisir comme ami le psychologue, parce que justement, vous le dites, il peut nous aider à prédire donc ces moments de flottement émotionnel, psychologique, mental, qui peuvent donc nous arriver. Alors, on va dire, d'accord, parfois même vous dites, au besoin modifier. Justement. C'est un travail qui n'est pas facile et nous l'avons dit, c'est pas dans notre culture. Si, tout à fait. Madame la présidente, c'est pas dans notre culture que de dire, je veux voir cet homme-là qui va me poser des questions sur ma vie, parce qu'en fait, même à la base, nous avons du mal à nous confier aux gens. Ça aussi, c'est un obstacle. Et effectivement, c'est un obstacle. Ça m'amène à aborder un côté de la question que le psychologue n'a pas abordé, c'est le côté mystique, l'interprétation mystique de la maladie mentale. Oui. C'est-à-dire, au lieu tout de suite d'aller à l'écoute, d'aller à l'accompagnement psychologique, on donne l'interprétation spirituelle que c'est arrivé parce que c'est un mauvais sort, parce qu'il s'est mal comporté, parce que bon, il a ouvert le sixième sens pour regarder ce qu'il fallait pas regarder. On nous le dit. Et du coup, on le néglige, on l'oublie même parfois dans ces centres d'accueil là, et c'est vraiment difficile. Oui, parce que quand c'est dit comme ça, on se dit c'est lui-même qui l'a cherché. C'est ça l'idée derrière. En fait, est-ce que c'est pas une démission de la société que de trouver ce milieu-là, de dire bon ben voilà, parce que quand on rentre dans la prise en charge de ces cas, mais c'est parfois c'est de longue durée. On y voit tout le temps qu'on va consacrer à cette seule personne au détriment d'autres. L'on y voit tous les moyens qu'on va déployer si on rentre dans un schéma, on va dire beaucoup plus moderne, que d'aller le laisser pour chez un pasteur ou bien chez le charlatan du village. Tout à fait, cher Issif. Si je devais admettre que c'est une démission de la société, je dois également admettre que c'est là qu'intervient tout le travail qu'en tant que psychologue, moi, je suis censé faire. C'est aussi ma responsabilité d'aider mes concitoyennes et concitoyennes à comprendre les concepts qui sont en jeu, ce qui est en jeu dans ce que nous sommes en train de dire. C'est de se référer aux spécialistes. Et c'est d'ailleurs ce dont il est question avec la recommandation de l'OMS cette année. En fait, nous avons dans nos contrées une banalisation de ce qu'est la prise en charge de la santé mentale, du psychologue et de l'apport du psychologue dans nos vies. Tout à fait. Nous avons tendance à dire c'est pour les blancs. Nous avons tendance à dire j'ai peur, le psychologue va lire dans mes pensées. Nous avons même tendance à croire que ce trait de caractère que nous appelons en psychologie manipulation, que nous pouvons tous avoir, que je peux avoir, que n'importe qui peut avoir, serait la clé du psychologue, que je sais manipuler, donc je suis un grand psychologue dans l'âme. Non, la manipulation, ce serait pour mon intérêt si je manipulais. Mais la psychologie, c'est pour le bien-être de l'autre. On a tout le temps parlé de bien-être. D'où aider les gens à comprendre que lorsqu'on parle de santé mentale, il y a un spécialiste auquel il faut se référer, et il n'y a que ce spécialiste pour vraiment aider à comprendre l'évolution de cette personne en ce temps T, de la société au sein de laquelle elle vit, et d'amener vers des décisions qui vont permettre l'épanouissement de cette personne. Lorsque vous nous parlez tout à l'heure de mysticisme, beaucoup ne savent pas que la formation du psychologue clinicien, qui est une formation académique universitaire, intègre une discipline qu'on appelle l'ethnopsychiatrie, qui permet au psychologue clinicien de savoir si un mal est mystique, émotionnel ou physique. Et le psychologue clinicien est formé sur des réalités. Et ça, c'est un aspect que vous ne nous dites pas souvent. Justement. Parce que le charlatan dit, celui chez qui vous allez là, il ne connaît pas nos réalités. Il ne sait pas que dans votre naissance, par exemple, on est allé vous chercher chez les vaudous, X, vaudou Sapater ou n'importe quel vaudou, que les adeptes m'excusent. Alors c'est vrai, je ne sais pas celui qui donne les enfants, celui qui ne donne pas parmi les vaudous, et les togboui. Je vais partager une anecdote avec vous, cher Issifou. Et ça, c'est ce que nous ne savons pas. Alors, c'est une information que vous apportez là pour beaucoup de gens qui se disent ah bon. J'ai eu la chance de croiser la route d'un grand prêtre traditionnel que nous appelons généralement dans nos contrées Togbe, comme vous l'avez dit,
qui me dit, mais mon fils, viens, mon fils, viens. On dit que vous êtes psychologue, vous travaillez à l'hôpital. C'est quoi votre travail même? Qu'est-ce que vous faites? Et le travail de pédagogie que je me suis donné de faire depuis quelques mois déjà, je l'ai fait à son niveau. Je lui ai dit, voilà, le psychologue s'occupe de tout ce qui est émotionnel sur le comportement humain de la personne. Le psychologue est celui qui est qualifié pour étudier scientifiquement le comportement d'une personne et donner des orientations. Ouais. Et il me dit, mais, je comprends maintenant. J'ai vos patients chez moi. Il me dit, oui, il y a des gens qui viennent nous consulter pour des problèmes que nous réglons pour eux. Nous faisons les sacrifices, nous faisons l'esprit qui faisait la chose est parti. Mais la personne va revenir avec les mêmes symptômes, les mêmes peurs, les mêmes choses. Alors que l'esprit est déjà parti. Si l'esprit est parti, on est censé dire voilà. C'est la fin de la maladie. C'est la fin de la maladie. Et qu'il comprend que, c'est à ce stade que lui, thérapeute, prêtre, vaudou, tout ce que vous venez de dire, est censé référer sa patientèle à un psychologue parce que le problème n'est plus spirituel, mais le problème est maintenant d'ordre psychologique, mental. Une fois qu'on a chassé donc cet esprit, disons, maléfique, ce mauvais esprit qui dérangeait donc cet individu, on se dit le problème spirituel est réglé et donc il n'y a pas de raison à ce que la personne revienne avec les mêmes symptômes. Voilà. Et donc, il faut l'envoyer au psychologue qui s'occupe de l'autre partie, donc les émotions, bien évidemment. Tout à fait. Et tout ce que vous dites. Mais ça, attention encore, il se peut que le togui ait échoué et que l'esprit est toujours là. Oui, c'est ce que je dis, le psychologue est formé pour savoir de quoi il s'agit. Et donc, quand on vous ramène ce patient-là, vous êtes à même de dire, l'esprit est toujours là. Retournez le voir. Lorsque vous venez voir un psychologue qui est au fait de sa science, le psychologue peut, après avoir fait son évaluation, vous demander quelle est votre foi et vous dire, ok, vous êtes peut-être animiste, j'ai fait ma part, il faut aller voir vos divinités. Mais le psychologue ne fait pas le spirituel. Ouais. Ce n'est pas le psychologue qui va vous faire la consultation. C'est pas le psychologue qui va non plus prier, puisqu'on parle de la religion, c'est transversal. Il y a la religion chrétienne, toutes les religions. C'est pas le psychologue qui va se transformer en pasteur pour prier avec vous. Jésus. Donc, le psychologue, lui, s'occupe de votre santé mentale. Et si la question liée à votre santé mentale est réglée et qu'il y a d'autres aspects, c'est comme le médical. Le psychologue, vous pouvez venir à un psychologue, vous gérez un problème psychologique, un problème mental, mais derrière, il y a un problème physique. Le psychologue est censé vous référer vers un cardiologue. Et peut-être des choses que nous ne disons pas assez ici, que je vais profiter pour dire à travers votre plateau ici, c'est que oui, le psychologue clinicien que je suis, j'ai fait pédiatrie. J'ai fait cardiologie, j'ai fait patho-gastro-entérologie, j'ai fait dermatologie, j'ai fait des spécialités de médecine, j'ai fait sociologie, j'ai fait épistémologie. Mais à aucun moment, je ne me présente quelque part pour dire... quand les sociologues sont quelque part, je ne dis pas, bon, moi aussi, j'ai fait de la sociologie. Donc, c'est justement pour ça... Ce que vous dites clairement, c'est que lors donc, de votre cursus, lors de votre parcours, vous recevez des cours sur ces disciplines-là qui vous permettent, vous aussi, d'être complet pour faire le travail de psychologue. Et ça, on ne nous le dit pas souvent. Tout à fait. Et vous ne le dites pas souvent, vous non plus, les psychologues. Il faut qu'on le dise. Je pense que nous, c'est pas de notre faute. Le commun des mortels, on voit, d'ailleurs, on a cette confusion en fait quand on arrive à l'hôpital. Tous ceux qui sont en blouse, bon, ben, c'est l'hôpital. Docteur. Donc on confond tout. Et justement, il faut quand même expliquer, vous le dites, le travail de pédagogie que vous avez commencé, c'est louable. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là, pour d'abord démythifier dans un premier temps la maladie mentale, parce que nous le faisons depuis, mais cela persiste parce que justement, les traditions, les cultures sont très têtues, les habitudes, on ne peut pas aujourd'hui changer du jour au lendemain. Mais ce qui est intéressant dans votre intervention, et ça, docteur Agué-Ognon, on voit bien qu'aujourd'hui, ce que M. Agada dit, c'est d'arriver à établir cette collaboration entre ces prêtres, ces charlatans, ces pasteurs, pour que l'individu puisse bénéficier des meilleurs soins possibles. Tout à fait. Absolument. Et sur le terrain, est-ce que vous faites ce travail-là aussi? Absolument, parce que nous faisons ce travail
avec surtout les familles. J'insiste surtout sur les familles parce que la famille croit que le patient mis soit chez un charlatan, dans un couvent ou dans un centre de prière, ça peut résoudre le problème. Mais nous lui faisons comprendre que, effectivement, au-delà de l'aspect prise en charge spirituel, il faut que la personne soit accompagnée sur le plan psychologique et sur le plan médical pour que la prise en charge soit holistique. Et les centres de prière qui nous accueillent, qui nous ouvrent leurs portes, nous essayons d'insister sur cet aspect-là pour eux, pour que la prise en charge spirituelle soit accompagnée de la prise en charge médicale et psychologique. Alors là-dessus, justement, quels sont les grands axes de vos interventions? C'est vrai que vous allez voir les gens, mais concrètement, quels sont les paquets d'interventions que vous délivrez? Pour qui? À quelle cible vous voyez un peu et à quelle période? On va bien. On a vu, vous avez donné donc des livres. Ça aussi, c'est un autre aspect de la prise en charge auquel nous allons revenir dans un instant, parce que une chose est de pouvoir donner des soins, accompagner les gens, mais bon, après la personne, il faut qu'elle mange aussi. Merci beaucoup, Monsieur Issifou. Tout à l'heure, j'ai dit que il y a certains patients qui sont oubliés dans les centres psychiatriques. Il y a certains patients qui sont négligés dans les centres psychiatriques. Et j'insiste sur le fait que la maladie mentale est un peu coûteuse pour les familles et pour les communautés. Donc, l'association, à moi, vous l'avez fait, Togo, intervient essentiellement sur 3 axes. Le premier, c'est notre présence auprès des malades, des personnes atteintes de la maladie mentale. C'est pourquoi vous nous avez vu tout à l'heure dans les centres psychiatriques. Nous n'envoyons pas les vivre de loin. Il faut que nous soyons là, causer avec les personnes atteintes, échanger avec le personnel soignant. C'est le premier aspect de notre intervention. Le second aspect, c'est l'aspect communication. Communication autour de la santé mentale pour démystifier la maladie, pour faire comprendre aux gens que la maladie psychiatrique, c'est une maladie comme toute autre maladie qui a besoin d'une prise en charge sanitaire aussi. Je fais le palu, je vais voir le soignant, je vais dans une formation sanitaire, on me délivre des soins. Et s'il y a d'autres aspects du soin, vous parlez donc de prise en charge holistique, le spécialiste, il sait me référer à qui de droit. Si on m'envoie au psychologue, il me dira forcément qu'il y a un autre aspect qui concerne ma religion ou bien ma provenance sociale et ethnique. Il faut que j'aille voir qui de droit, qui s'occupe de ces questions-là aussi. C'est ce que vous faites sur le terrain. Néanmoins, est-ce que vous êtes confronté à certaines difficultés? Oui. Parce qu'on parle d'intervention, on parle de paquet de soins, on va revenir avec le psychologue qui nous dira aujourd'hui quels sont les facteurs vraiment qui prédisposent et qui aussi expliquent aujourd'hui, on va dire, l'ampleur de la situation, comme on le disait au début. Mais avec vous, docteur Oignon, Agué-Oignon, on va y aller. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Ok, merci monsieur. Si vous permettez que je termine un peu avec le troisième aspect, qui est la réinsertion des malades dans leur milieu familial. Parce que un malade stabilisé qui sort et qui n'est pas accompagné fait tout de suite une rechute et ça recommence. Tout l'accompagnement familial qui est très important dans nos interventions. Maintenant, en termes de difficultés, la difficulté que je peux évoquer tout de suite, c'est-à-dire la première difficulté, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes parce que il faut entrer dans le milieu psychiatrique pour comprendre ce que c'est. Déjà, quand on rentre dans un centre psychiatrique où on accompagne quelqu'un, il y a certaines personnes qui démissionnent. Dit, ah, c'est trop dur, ça c'est pas un être humain. Il y a certains parmi nous qui ne supportent pas la douleur. Et émotionnellement, c'est des gens qui sont plus ou moins faibles, on va dire. Et qui nous abandonnent en cours de chemin. Donc ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est les dons que nous apportons aux malades. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous avons choisi le domaine de la santé mentale. Mais plusieurs fois, personnellement, les gens m'ont interpellé, mais il y a des jeunes qui sont là, pourquoi vous ne les accompagnez pas? Il y a des femmes qui sont là, pourquoi vous ne les accompagnez pas?
pour, excusez-moi, la majorité de la population, dès qu'une personne est atteinte de la maladie mentale, ça n'est fini, quoi. C'est doucement, on l'accompagne. Donc, vraiment, c'est-à-dire, il faut que les dons nous parviennent pour que nous puissions vraiment les amener à nos amis. Mais souvent, quand on fait la collecte ne rentre pas comme il faut pour que nous puissions intervenir au niveau des centres psychiatriques. Alors, accompagner, il n'y a pas que les vivres, parce que c'est des gens parfois qu'il faut amener, qu'il faut vêtir également. Et les centres de prise en charge doivent pouvoir également préparer, quelqu'un l'a dit, 3 fois par jour, donner à manger. Et parfois, d'ailleurs, quand ils sont sous traitement, il semble que, vous me le direz, vous n'êtes pas psychiatre, mais vous en avez une idée, c'est que les médicaments font bouffer. Oui, oui. Ça dépend de quel type d'affection on parle. Mais effectivement, vous avez quelqu'un qui, par exemple, faisait une dépression sévère, qui était anorexique. Les médicaments qu'on va lui donner, souvent des médicaments qui doivent le désinhiber, comme on dit dans notre jargon. Et donc, il doit retrouver de l'appétit et bien manger. Donc, c'est normal que nous puissions soutenir Dr Agué pour les efforts que son association est en train de faire, apporter de la nourriture aux personnes en situation de détresse mentale. Je voudrais revenir sur les difficultés et me recentrer fondamentalement sur le thème de cette année. Dr Agué avait dit, et c'est très important, la maladie mentale coûte cher. C'est une évidence. C'est ceux qui ne sont pas dedans, qui ne savent pas de quoi on parle. La maladie mentale coûte très cher. Les soins en psychiatrie, les médicaments, ce n'est pas du paracétamol à 1200 ou à quoi que ce soit. C'est un coût très élevé. C'est pour ça... Et surtout la durée. La durée du traitement. C'est pour ça que aujourd'hui, le plus important, la difficulté qu'il faut lever, c'est surtout que nos interlocuteurs s'ouvrent à la compréhension de ce qu'on appelle santé mentale. Puisque aujourd'hui en Occident, vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, tout le monde vous parle mental health, tout le monde dit santé mentale. Personne n'a peur de prononcer le mot santé mentale. Vous prononcez le mot santé mentale dehors, on va finir cette émission, je vais dire santé mentale. La personne peut peut-être courir parce qu'elle va penser que je suis en train de dire qu'elle est malade. Donc justement, la dynamique de l'Organisation mondiale de la santé mentale aujourd'hui, c'est de nous approprier de ce que c'est, de bien le comprendre pour que dans nos sociétés, nous ayons de moins en moins de crises qui nous amènent vers là et qui vont peser sur les budgets de nos familles, de nos communautés et de nos pays. Donc, d'où l'appel pressant aux chefs d'entreprise de comprendre que les services de prestation de psychologie clinique deviennent une priorité au sein de leur structure. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent, comme vous l'avez dit, sont ceux qui portent la société. Absolument. Imaginez un travailleur, surtout en Afrique, notamment au Togo, qui doit nourrir peut-être 50 personnes avec son salaire. Il fait une maladie mentale. Vous voyez tout le drame qu'il y a derrière. Tout le drame socio-économique qu'il y a derrière. Oui. Justement, s'il n'y avait pas ce spécialiste de prévention qui aide, puisqu'on a parlé, on a dit tout à l'heure que la santé mentale, c'est la gestion de vie au quotidien. Ce sont les difficultés normales de la vie. C'est ce que nous dit la définition. Imaginez qu'un parent de cette personne qui travaille pour vous soit en situation de santé mentale compliquée. Oui. Elle n'est plus totalement productive. Elle a besoin d'un spécialiste pour l'accompagner, pour faire face à cette difficulté. Et attention, tout le monde n'est pas spécialiste. Oui. C'est pour cette raison que j'ai redéfini tout à l'heure ce que c'est qu'un psychologue, ce qu'il n'est pas, pour qu'on comprenne que, attention, parce que je reviens sur le phénomène de banalisation de la chose chez nous. Tout le monde parfois se prend pour psychologue, dit oui, nous-mêmes on va faire ci, nous-mêmes. Alors que des fois, moi j'ai reçu il y a 3 jours en consultation dans mon bureau une personne qui s'est assise, qui n'arrivait pas à parler. Je la rassure et l'aide à faciliter sa parole. Elle me dit, elle ne sait pas par où commencer parce qu'il y a 1 an qu'un fait s'est produit dans sa vie. Tout le monde a banalisé. Tout le monde a dit du courage,
c'est pas grave, tu es fort, tu es ceci, tu es machin, c'est la vie. Et que la personne me dit qu'elle en est arrivée à un point aujourd'hui où elle est devant moi, ça ne va pas. Elle sait que ça ne va pas et elle ne sait pas par où commencer. Cette personne travaille quelque part. Donc pendant ces 12 derniers mois qui se sont écoulés, que son chef d'entreprise imagine le manque de productivité. Et qui dit manque de productivité dit économie. Bien sûr. Dit charge de travail qui diminue, on n'est pas productif, on perd de l'argent. D'où aujourd'hui, il y a eu, chaque année nous avons des thèmes. Les années précédentes, l'OMS a fait le focus sur le fait de ne pas stigmatiser les personnes qui sont malades mentales. Et nous continuons dans nos pays parce qu'on sait que c'est difficile la façon dont ces personnes sont rejetées. Mais aujourd'hui, on attire notre attention sur le fait que la prévention est très importante. Et la prévention en milieu de travail afin de permettre à notre société de continuer par bien fonctionner socio-économiquement. Voilà, et être surtout productif parce que vous le dites. Et si les gens en réalité ne peuvent pas s'épanouir dans leur vie, on va dire, quotidienne et sur le lieu de travail, ça va de soi que derrière cette personne qui avait une certaine efficacité à un pourcentage donné se retrouve diminuée totalement. Alors en plus de cela, qu'on ne cherche pas à savoir en réalité d'où provient cette phase, disons, de latence ou d'improductivité, bon, ben, la personne va essuyer des remontrances et à la limite même on la menace de licenciement. Tout à fait. C'est vrai, il n'y a jamais eu un bon patron. Tous les patrons sont méchants pour les employés. Mais en même temps, c'est qu'il faut comprendre aussi. Non, justement, ici, quand on parle de santé mentale, quand on parle de santé mentale, on ne parle pas simplement de la santé mentale des employés. Non, mais les employés mettent à mal la santé mentale de l'employeur. Mais bien sûr, quand il vient c'est du vice-versa. L'employeur, pour faire un AVC, je le dis clairement comme ça, un AVC qui est un problème physique, parce que n'ayant pas bien géré ces problèmes de santé mentale avec ses collaborateurs. Absolument. Donc, il n'y a pas un bourreau. On voit des patrons qui quelque disent, part et des victimes quelque part. À cause de vous, je fais 17 de tension parce que franchement, je n'arrive pas à vous comprendre. C'est une réalité. Mais je pense qu'à la base, si les choses sont mises en place telles que vous le recommandez, on a un service qui fonctionne très bien. On a le psychologue de la maison qui fait le tour le plus souvent périodiquement, qui organise des sessions anti-stress avec les gens. On peut arriver tous ensemble à s'entraider. Tout à fait. Parce que le patron, de toute façon, quand il rentre dans la boîte, la première des choses qu'il cherche, c'est de voir ce qui ne va pas. Tout à fait, tout à fait. Il vient pas voir ce qui est bon et féliciter les gens parce que il s'attend tout le temps à ce qu'il y ait un problème. Tout à fait. Et en même temps aussi, il doit faire ce travail-là sur lui-même et mettre les conditions pour que toute la maison puisse bénéficier de cette attention. Parce que vous avez dit quelque chose de très important. Quand vous voyez quelqu'un qui paraît, on va dire, fort de caractère, quelqu'un qui a une forte personnalité, on imagine mal parfois quand un événement malheureux survient, que cette personne-là puisse se retrouver également diminuée totalement, affectée. On dit non, c'est quelqu'un qui est costaud, on le connaît, il tient. Mais la personne prend forcément un coup. Et les coups que nous prenons au quotidien peuvent nous amener, comme vous l'avez dit, à faire une dépression qui s'installe et qui peuvent donc nous conduire, ouvrir la porte à la chronicité. Et puis, comme vous l'avez dit, on va se retrouver chez le psychiatre qui va nous interner. Alors aujourd'hui, quels sont les facteurs qu'on a sur le terrain, en dehors de ce qu'on a cité là, qui nous prédisposent ou bien qui nous exposent aux maladies? Dans le reportage qui est passé, madame, vous étiez sur le terrain, il y a quelqu'un qui demande si on a une cause héréditaire qui peut expliquer, par exemple, la maladie mentale. Tout à fait, tout à fait. Je vais d'abord dire que nous sommes tous à risque. Nous qui sommes sur ce plateau et tous ceux qui nous suivent, nous pouvons à n'importe quel moment de notre vie, si nous ne gérons pas correctement notre santé mentale. Alors moi je vous comprends parce que vous m'avez sensibilisé aujourd'hui. Ça ne me fait pas peur de parler de la maladie mentale et de la santé mentale. Et de dire que je suis à risque. Nous sommes tous à risque. Oui. Maintenant, ce qui nous renforce ce risque, c'est de ne pas avoir de l'accompagnement spécialisé. Je le répète. C'est-à-dire que le risque devient encore plus grand. Plus grand. Si en réalité on ne s'adresse pas à la bonne personne
Et c'est ce que la société occidentale a de plus que nous, de ne pas jouer à, mais de reconnaître des expertises. Et quand un problème se pose, on dit, va voir celui-ci parce que c'est lui qui est responsable. Non, parfois quand on a tiré un petit coup avec son ami autour d'un verre, on pense qu'on a évacué le problème. Non, on n'a pas évacué le problème. Bon, j'ai mon confident, c'est mon ami, hein, souvent c'est à lui que je me confie, on a fini de parler avec lui, on se lève, on dit basta. Mais en réalité, quand on a fini de quitter la personne à peine, les problèmes nous regardent en face. Justement, vous me donnez l'occasion de vous expliquer ce que nous appelons l'entretien clinique. L'entretien du clinique, d'ailleurs, du psychologue est confondu à de la causerie. Donc, justement, c'est ça qui va faire penser que, bon, si je vais discuter avec mon ami, nous avons causé, donc je vais mieux. Alors que toute la problématique reste entière. Lorsque vous voyez un psychologue qui vous donne l'impression de causer avec quelqu'un, ce psychologue-là est en train de faire un entretien clinique. Et l'entretien clinique a ses règles. Ça va lui permettre de détecter des symptômes, d'identifier des syndromes qui vont l'amener à des hypothèses diagnostiques sur de potentiels troubles, sur votre personnalité, sur ce qu'il vous faut dans la situation là dans laquelle elle vous rencontre pour vous aider à avancer. Or, les amis avec qui vous prenez un pot n'ont jamais reçu une formation pour vous faire une hypothèse diagnostique des symptômes et des syndromes. Vous le dites, c'est bavardé. Voilà. D'accord. Donc, on a fini de parler, on dit, ce que tu as là, bon, tu sais, souvent ça arrive, peut-être parce que les enfants crient trop à la maison, ou bon, ben voilà. Donc, c'est ça aussi parfois, et aujourd'hui, avec, c'est vrai, la pénétration donc, du numérique où on a ouvert une page sur Google qui nous donne quelques informations, on a vite fait de se transformer en spécialiste. Justement. Vous faites bien de dire, au-delà des informations que nous pouvons donc avoir de gauche à droite parce qu'on a discuté avec X, Y, il faut se référer à celui qui a pris le métier, celui qui a reçu une formation pour pouvoir accompagner les gens. Tout à fait. Alors, l'autre aspect, et nous allons l'évoquer, c'est que les gens craignent le plus souvent le coût de la consultation. On pense qu'aller causer avec un psychologue, si ça aussi, ça doit me coûter 10 000, 15 000, mais quand même. Justement. Malheureusement, on en dépense plus et aujourd'hui et après lorsqu'on ne le fait pas. Aujourd'hui, vous voyez, en milieu de travail, moi je veux bien me centrer sur le thème de cette année. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, justement, la Journée mondiale de la santé 2024, qui demande de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu du travail. Cela nous a amené le 10 octobre dernier à rassembler des décideurs d'entreprise, directeurs généraux, directeurs financiers, et directeurs ressources humaines et médecins du travail pour faire une sensibilisation autour de ce thème et de dire la contribution, l'appui incontournable de la psychologie clinique dans cette recommandation. Tout à fait. Et ce que nous avons tiré comme leçon, c'est que justement, il faut poursuivre la pédagogie. C'est que oui, ici, vous avez raison, que les psychologues doivent venir dire sur quoi se fonde leur formation. Absolument. Comment est-ce qu'ils travaillent. Et notamment au milieu professionnel, on connaît très bien le psychologue du travail et des organisations. Les directeurs généraux, directeurs de ressources humaines, directeurs financiers, médecins du travail que nous avons réunis le 10 octobre dernier à Onomo connaissent l'existence de celui qu'on appelle, qui est mon collègue, psychologue du travail et des organisations qui travaillent avec eux. Mais ils ne font pas forcément la différence entre jusqu'où son travail s'arrête et jusqu'où le travail du psychologue clinicien s'arrête. Et j'ai fait le parallèle en disant, par exemple, que dans un tribunal, vous avez le juge, vous avez l'avocat, les deux sont juristes, vous avez même le greffier. Ah oui. Ils sont tous juristes. C'est un environnement de travail, mais chacun a son rôle. Tout à fait. D'où apporter plus de clarification sur la place du psychologue clinicien dans une entreprise qui notamment va offrir des services de clinique psychologique, de soutien à la santé mentale à travers l'approche individuelle par la psychothérapie lorsqu'il faut modifier les comportements, des focus groups, des groupes de parole pour que l'épanouissement dont vous venez de parler puisse venir à ces structures-là par des professionnels avisés et non par des
des moyens propres de oui, nous avons causé, nous avons joué au football. Oui, vous avez fini de jouer au football, vous apprendrez que oui, il a fait une rupture d'anévrisme. Après, vous étiez tous copains parce qu'il ne prenait pas en charge sa santé mentale, puisqu'il y a un lien très fort entre le psychologique et notre santé physique. Plus la santé mentale est au beau fixe, même lorsqu'on a des difficultés physiques, on se donne les moyens de vite guérir. On a des cancers qui sont partis d'un choc émotionnel. Et ça m'amène justement à parler des femmes, parce que dans votre dans l'élément qui est passé, dans votre activité que vous avez faite sur le terrain, docteur Aguéounon, vous êtes allé, il y a une dame qui a dit, les femmes plus encore, qui sont victimes de violences basées sur le genre, mais les enfants aussi, et les hommes, c'est tout le monde finalement. Tout le monde. Alors, ces violences qu'on vit au quotidien, quand vous allez chez les gens, qu'est-ce que les gens évoquent? Est-ce que les gens arrivent quand même à se rappeler qu'à un moment donné, je suis passé par quelque chose? Ou on s'est retrouvé là comme ça parce qu'on est abandonné? Non, et effectivement, d'abord je voudrais revenir un peu sur la dame qui a parlé des femmes, parce que dans notre intervention, que je lui disais tout à l'heure, nous interpellons et les individus et les associations à nous venir en aide pour soutenir, accompagner les personnes atteintes de la maladie mentale. Et cette dame, effectivement, elle est responsable d'une association de prise en charge qui travaille essentiellement sur les violences faites aux femmes. C'est pourquoi elle a fait focus sur les questions de la femme. Donc chacun dans son rôle, comme le disait le psychologue à l'instant, et chacun va tirer le drap de son côté. Oui, alors oui. Sinon, et la question de la maladie mentale, ça interpelle tout le monde, et les hommes, et les femmes, et les enfants. Je voudrais peut-être donner un exemple qui nous a vraiment interpellés dans un des centres. On a vu un jeune garçon de 12 ans, malade, là, et mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a quel problème et il est là? Et on nous a dit qu'il a eu un décès dans le quartier, et il est allé, dès qu'il a vu le corps, c'est fini, il a fait un crash et il a commencé par parler tout seul, et il s'est retrouvé dans le centre. Donc ce n'est pas seulement une question de femmes, mais c'est une question de tout le monde. Donc alors ces gens, vous voyez par exemple cette personne, au moment où il y a eu cet acte là, où la personne s'est en fait rebiffée et a commencé donc par perdre plus ou moins ce qu'on peut appeler donc les pédales, s'il y avait quelqu'un à côté qui avait bien observé, qui avait tout de suite réagi en disant allons voir monsieur Agada ou monsieur X, si tout à fait, ça aurait pu quand même ne pas arriver là-bas. Tout à fait. Je vais renchérir ce que vous venez de dire en vous parlant de ce que nous appelons le psychotraumatisme. Moi, je me rappelais, j'avais une discussion avec des aînés qui me disaient que son enfant expatrié, un psychologue a dit qu'il a eu des traumatismes psychologiques, non, que son enfant ne peut pas avoir de traumatisme psychologique. Et je lui ai dit non, mais attends. C'est parce que vous pensez que traumatisme psychologique, c'est quelque chose de très lointain, qu'on a maltraité quelqu'un et tout. Je vais revenir à l'exemple du docteur Ginette. Vous allez comprendre ce que c'est que le traumatisme psychologique. Ce qu'on appelle traumatisme psychologique, c'est une rencontre inattendue avec la mort. C'est lorsque subitement, sans que vous ne soyez préparé, un événement vient vous confronter face à la perte de votre vie ou à la perte de la vie de quelqu'un d'autre. Et quand moi je quittais ma maison pour venir à votre studio cet après-midi, j'ai eu beaucoup d'occasions de perturbation de ma santé mentale. Notamment, quelqu'un pouvait faire un accident, décède devant moi, mais c'est pas ce que j'avais prévu. Moi, je sortais pour venir à un studio faire une émission. Mais si, subitement, sans que je n'ai été préparé à ça, je vois quelqu'un qui décède comme ça devant moi, un drame, ça va me rappeler ma propre mort. Ah, donc moi aussi je peux partir comme ça. J'aurais pu être à sa place. Et dans les comme on est dans 2 semaines, le déni de la mort, on se dit voilà. Pas moi. Donc il y a plus des mois encore. Tout à fait. Et cette peur, cette psychose, cette phobie donc de la mort. Dans les 2 semaines qui suivent un événement traumatique comme ça, il faut voir un psychologue pour faire ce qu'on appelle le débriefing psychologique. Sinon, vous êtes sujet à ce qu'on appelle
un trouble stress post-traumatique. Et ce trouble stress post-traumatique peut vous ouvrir la voie à la maladie mentale que ce jeune homme de 12 ans a fait. C'est pour ça que je vais le réitérer. Il est important de ne pas penser que tout le monde est psychologue. Il est important de ne pas croire que le psychologue serait un genre de philosophe. Bon, moi-même, je peux être le philosophe de ma vie. Et moi-même, si je fais un peu de philosophie sur ma vie, donc non, ça devrait aller. C'est vrai que l'histoire de nos communautés où les profs de psychologie que nous avons connus, tout petits, avaient cette façon-là plutôt de décrypter la vie qui échappait à notre appréhension. On dit, mais d'où vient-il? Bon. Le psychologue ne fait même pas dans son parcours. On confond tout. En fait, c'est-à-dire que c'est cette confusion-là, on va dire, qui est faite le plus souvent dans l'opinion, on va dire, plurielle que nous avons, où tout le monde, parfois, interprète les choses à sa manière, à sa façon. Alors, nous allons évoluer. Le temps, c'est vrai, joue contre nous. Alors, sur le terrain, aujourd'hui, en termes de collaboration, comment est-ce que vous vous y prenez? On a évoqué les difficultés. Vous êtes là, vous continuez à travailler, vous demandez à être assisté, à être accompagné pour pouvoir accompagner les nécessités, ceux qui en ont le plus besoin. Comment se passe la collaboration sur le terrain? Vous venez de faire la rencontre du docteur, du psy Agada. Je sais que peut-être demain vous allez le solliciter. Merci. Comment est-ce que ça se passe sur le terrain? J'ai déjà même pris son contact. D'accord, ça le fait dans mon dos. Oui. Non, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, chaque année, depuis 2021, nous lançons des collectes de dons, de vivres et de non-vivres, des faits vestimentaires, de savons, de tout ce que les gens trouvent, et des fonds aussi. Donc, les gens nous aident. On prend un temps, quelques mois, pour collecter tous ces effets-là, tous ces produits-là qu'on nous donne. Et maintenant, nous trions, nous répartissons, et nous identifions les centres à visiter et nous rentrons en contact avec les responsables de ces centres-là et maintenant nous allons à leur rencontre, nous allons à la rencontre des personnes atteintes de la maladie mentale pour leur offrir ce que nous avons comme don. Bon. Alors, c'est ce que vous faites sur le terrain. C'est vrai, on a évoqué beaucoup de choses. La journée mondiale est passée, vous avez mené des activités. Qu'est-ce qui a été concrètement fait aujourd'hui? Si vous avez un message à délivrer, que diriez-vous? Je peux dire que quand on avait commencé en 2021, on a visité 3 centres. L'année passée, on a visité 9 centres. Et cette année, nous avons fait cap sur 10. Nous avons déjà visité 5 centres psychiatriques. Si nous avons un message à délivrer aujourd'hui, c'est dire que la maladie mentale est une réalité. Tout à l'heure, le docteur disait il faut être en contact avec le milieu psychiatrique pour comprendre ce qui se passe. Donc vraiment, notre message, c'est un cri de cœur pour que les gens puissent vraiment nous appeler et nous venir en aide pour que nous puissions aider nos amis qui sont abandonnés dans les centres psychiatriques. On a des effets aujourd'hui que nous n'utilisons pas. Les habits de nos enfants qui jonchent dans les placards, des nourritures que nous laissons à la péremption. Vraiment, appelez-nous. Ne vous déplacez pas, nous allons nous-mêmes venir à votre rencontre pour ramasser tout ça là et procéder à la distribution. Merci. Appelez SO Docteur TV, vous aurez son contact, c'est vrai que c'est affiché. Docteur Ginette Kayi-Aguéognon, vous êtes psychologue, président de l'association Amouf Togo. Merci d'être passé dans cette émission. Nous aurons d'autres occasions de reparler de ce sujet, de voir ce que tous ensemble nous pouvons faire également, donc l'accompagnement des pouvoirs publics qui mettent les choses en place, mais comme nous l'avons dit, en bas de l'écran, enfin à l'écran, c'est affiché, nous devons faire plus. C'est le thème que nous avons choisi. Merci donc de tout le travail que vous faites. On se dit à très bientôt. Nous allons terminer avec vous, Monsieur Agada, notre psychologue du jour. Oui, qu'il me soit permis de remercier toutes les personnes en termes de confrères en interdisciplinarité avec qui j'ai une bonne collaboration, que ce soit les psychiatres, médecins du travail, qui font un travail hors pair, formidable, qu'il faut féliciter, chefs d'entreprise que nous avons eu l'occasion de rencontrer
depuis que nous sommes en train de porter cette nouvelle de pédagogie. Et je me suis rendu compte, cher Isifou, que j'aurais dû venir plus tôt. Je comprends maintenant qu'il faut davantage de pédagogie sur la santé mentale. Et nous aurons 1 an pour le faire. Généralement, un thème, c'est sur 1 an. C'est de octobre 2024 à octobre 2025. Nous aurons tout le loisir d'aider les personnes à comprendre pourquoi est-ce que désormais la santé mentale doit être une priorité au sein des entreprises, ce que ça apporte à nos pays, à nos communautés, et pourquoi le psychologue clinicien est au cœur de ce dispositif et ce qu'il peut apporter en termes de bénéfices pour les entreprises. Je voudrais également remercier, puisque vous l'avez évoqué, les autorités publiques. Il faut reconnaître les efforts qu'ils font, surtout à l'endroit du milieu psychiatrique. Moi, je sais que depuis que le thème de la non-stigmatisation est passé, beaucoup d'efforts ont été faits par les pouvoirs publics pour la santé mentale. Et il faut remercier beaucoup de sensibilisation, tous ceux qui ont travaillé dans ce domaine. Maintenant, nous devons faire plus. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le milieu professionnel intègre cela, que nos assurances, c'est très important, les assurances pour éviter la question de la cherté, commencent par prendre en compte la prise en charge des psychothérapies pour soulager nos populations. Merci beaucoup. Mathieu Désiré Agada, vous êtes psychologue, clinicien, consultant, responsable dans du cabinet psychiatre. Nous avons entendu avec intérêt, les téléspectateurs également ont suivi avec intérêt vos messages et ils l'ont intégré. C'est vrai que le travail continue, comme vous le dites. Nous n'hésiterons pas à vous faire appel. Nous ferons d'autres émissions pour parler donc des affections dans les spécialistes vous parlent, et revenir également pour parler des questions de stratégie, d'enjeux sur le plateau, donc les grands enjeux. Merci donc d'être passé. On se dit à très bientôt. Merci de votre fidélité. Restez là, ne bougez pas. Le meilleur reste à venir.